ça parle, vraiment, ça parle tout simplement. Vous regardez, la population kanak est plus nombreuse que la population caldoche et la population nouvelle arrivant. Elle est beaucoup plus jeune et les taux de pauvreté sont 3 fois plus élevés et les accès aux services publics sont beaucoup plus limités pour les populations kanak que les autres. Et après, l'accès aux études supérieures est beaucoup plus faible chez les Kanaks que chez les autres. Donc, partant de là, on voit très bien qu'il y a un gros problème d'inégalité. Ce qui s'est passé avec cette réforme électorale, c'est que c'est un petit peu la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Mais quand on regarde les tendances, on voit très bien qu'il y a des inégalités très fortes. Et après, quand on regarde l'histoire, c'est encore plus compliqué. Parce que dans les années 60, par exemple, les Kanaks n'avaient même pas le droit d'aller en ville. Il fallait qu'ils aient une autorisation de leur employeur. Vous regardez, il y a moins d'un siècle. D'ailleurs, c'est une histoire qui est connue pour ceux qui aiment le football. Vous aviez Christian Carambeu, un joueur de l'équipe de France de football en 98, très très bon. Il s'est rendu compte qu'un de ses ancêtres avait été exposé comme un zoo en plein air, une exposition sur le monde colonial, où il y a une centaine de Kanaks qui étaient venus en France. On les exposait comme ça, on reconstituait leur habitat au bois de Boulogne, et on les exposait tels des bêtes. Et il y avait un des grands-pères de Carambeu, le joueur de foot. C'était il y a moins d'un siècle. On ne peut pas effacer toute cette histoire avec les inégalités aujourd'hui qui s'en suivent, en faisant comme si ça n'avait pas existé. Il y a un passif, il y a des inégalités, et c'est là-dessus que gronde la révolte. On ne peut pas se moquer impunément des gens les plus pauvres. Et ça, c'est dans tous les domaines. C'est en banlieue, c'est dans la France périphérique, des classes populaires avec les gilets jaunes. Et là, c'est à Nouméa, avec en plus une histoire coloniale forte et une ségrégation sociale, mais aussi un passif avec un racisme ethnique très élevé. C'est quoi les voies de sortie, toi, aujourd'hui, dans cette crise ? Bon, déjà, la première chose, c'est qu'il faudrait abandonner ça, parce que cette réforme électorale. Parce que là, on voit bien que le but, c'est clairement de placer en minorité, avec les nouveaux arrivants, les populations kanak, qui sont normalement majoritaires. Quand on les prend, kanak, caldoche et nouveaux arrivants, qu'on les met en 3 parties, ils sont majoritaires. Mais là, le but, c'est de les rendre minoritaires. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que là-bas, les élections locales sont les plus importantes. On est sur une île, je veux dire, la présidence Macron, ça peut être important, plus ou moins. Je pense que c'est plus les caldoches qui votent, mais les élections locales sont très importantes, très très importantes. Et à partir du moment où on fait en sorte qu'une population qui était présente, qui était majoritaire, qui veut se faire entendre et qui est plus pauvre, soit mis en minorité, il ne faut pas s'étonner que les gens soient contre. Parce que vraiment, il faut... Dans les 3 référendums qu'il y a eu, effectivement, c'est les indépendantistes qui ont gagné. Bon, le dernier référendum, il est remis en cause. Quand même. Il est beaucoup remis en cause. Il est remis en cause parce qu'il était juste après le Covid, que la majorité des morts du Covid ont été des Kanaks, parce qu'ils ont plus de maladies chroniques, qu'il y a des cérémonies et des traditions, et il faut en tenir compte au moment des deuils. Il y a plus d'1 an de cérémonies. Et donc les Kanaks ont demandé, les indépendantistes, à reporter ce référendum. Ça a été refusé. Et donc on a un score quasiment soviétique. Mais le dernier référendum n'est pas valable. Mais on se rendait compte qu'il y avait une montée, en tous les cas, de revendications indépendantistes. Et c'est parfaitement normal. Je pense que derrière, il y a une colère. Et que les gens ils se rendent compte que la situation est dégradée pour eux. Donc la première solution, ce serait déjà, moi je trouve que la France doit regarder son histoire sans la réécrire. Et ça, c'est le problème partout. La deuxième des choses, c'est qu'à un moment, il va falloir qu'on s'interroge sur le fait de devoir quelque chose à des populations. Quand il y a eu la fin de l'esclavage, on a donné une compensation à celui qui était propriétaire d'esclaves et pas aux esclaves. Et là, la vraie question, c'est à un moment, il faut donner une compensation financière à ces populations qu'on a mis volontairement à la périphérie et qui sont aujourd'hui plus pauvres. Ils ne sont pas plus pauvres, comme vous le disent les économistes ou certains libéraux, parce qu'ils ne veulent pas s'enrichir ou parce qu'ils refusent de travailler et qu'ils ont les mêmes chances. Et comme ils ont les mêmes chances, ça serait tout aussi simple. Non, il y a des facteurs structurels, des facteurs de domination, des facteurs qui font que certains ont les moyens de production, et c'était très bien dit dans l'interview, et donc possèdent les richesses. Et les autres, quoi qu'ils fassent, sont à cette périphérie-là. Donc à un moment, il va falloir faire quelque chose. On ne peut pas vraiment, encore je dis, on ne peut pas se moquer constamment et impunément des plus précaires et des plus pauvres, et en s'étonnant un jour que ça pète. Bah oui, ça ne pouvait finir que comme ça.
Ça ne pouvait finir comme ça. Alors, on ne savait pas la date, mais ça ne pouvait finir que comme ça. Et même si demain la situation est réglée, vous aurez de manière récurrente des crises comme ça, tant que les inégalités sont aussi fortes et tant qu'on n'aura pas fait quelque chose pour rééquilibrer ce passé colonial et la situation économique qui fait que les Kanaks n'arrivent pas à prendre l'ascenseur social. Puis aussi tout l'aspect autour de laissez-nous décider pour nous-mêmes d'autodétermination, quoi. À un moment, il faut consulter tout le monde. En fait, là, on a l'impression vraiment qu'il y a un pilotage à distance, sans tenir compte des spécificités des territoires. Là, c'est un territoire qui a 17 000 kilomètres, je crois. Enfin, c'est pas du tout la même chose que de piloter quelque chose qui est à Paris. Donc, il y a toujours une volonté quand même d'imposer un point de vue en se disant ça va fonctionner de cette façon-là et ça va être très simple, ça va passer, sans tenir compte des spécificités locales et donc des populations qui vivent là. Les Kanaks sont encore majoritaires. Les Kanaks vivent sur l'île, donc c'est une partie prenante qu'il faut prendre en compte beaucoup plus sérieusement. On ne peut pas décider comme ça à distance et se dire c'est bon et s'ils n'acceptent pas, c'est de leur faute, au revoir. C'est pas comme ça que ça doit se passer.